Le clairon. Alors avant de se plonger dans le grand bain des élections françaises qui viennent d'avoir lieu et qu'on va évidemment suivre pendant toute cette matinale, nous allons faire un pas de côté, mais un pas qui permet de comprendre les phénomènes globaux de ce qui se passe en ce moment, et notamment donc du côté de notre voisin d'outre-Manche. Alors rappelez-vous, nous en avions déjà parlé, nous avons parlé de ces élections législatives anticipées qui sont et qui existent également en Grande-Bretagne. On en avait parlé, je crois, il y a 2 semaines. Nous étions alors à Mmh. mi-campagne et le parti de Nigel Farage venait de dépasser dans les sondages celui de parti de Rishi Sunak. Et puis la tendance est finalement confirmée dans les urnes. Lors du vote de jeudi dernier, le parti travailliste est arrivé premier, une nette percée du parti de Nigel Farage également. Et les conservateurs sont ceux qui subissent la plus grosse déconvenue, donc menée par Rishi Sunak. Ils n'ont remporté que 117 sièges. Alors, on va parler de cette double nouveauté, le Parti travailliste premier, après 14 années de pouvoir conservateur. Donc, ce grand basculement au centre-gauche, oui, passé au centre-gauche, donc, est mené par Keir Starmer. Et puis, on va parler évidemment de cette percée de Reform UK, donc le parti de Nigel Farage, qui est passé les 10 sièges. Et pour en parler, très heureuse de retrouver de nouveau Jean-Michel Salmon. Bonjour. Bonjour Clémence, bonjour les auditeurs. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes docteur en sciences économiques, maître de conférences des universités, spécialiste des questions économiques et internationales et des politiques européennes, et notamment auteur de ce livre, Le grand ambassadeur du Brexit, aux éditions Les Trois Colonnes. Alors, c'est avec vous qu'on avait déjà fait ce point de mi-campagne avec ces sondages on voyait les tendances s'inversaient entre Rishi Sunak et Nigel Farage. On voit maintenant les résultats finaux, évidemment en termes de sièges. Le parti de Rishi Sunak garde quand même plus de sièges que celui de Réforme UK, mais tout de même une nouvelle tendance qui naît, et puis évidemment le Parti travailliste qui est grand premier. Oui, oui, exact. On parle d'une victoire écrasante du Labour, le Parti travailliste en effet, puisque avec 411 sièges, il emporte le gros paquet. Derrière, les conservateurs sont à 121 sièges. Et puis, finalement, le parti de Nigel Farage n'en a que 5. Ouais. On a longtemps cru qu'il en avait 4, mais il y en a eu un cinquième qui a gagné grâce à 90 voix d'écart, au comptage 3 fois. Et alors, de ce point de vue-là, oui, ça apparaît être une victoire écrasante, sans appel et tout ce qu'on veut. Mais évidemment, ça souffre des difficultés en termes ou des contre-analyses en termes de nombre de voix, puisqu'en réalité, cette victoire écrasante vient du système électoral majoritaire à un tour, qui effectivement donne, comme on dit en anglais, the winners takes it all, c'est-à-dire que celui qui arrive en tête rafle la mise. Dans la mesure où, par exemple, les Bords, qu'on va dire moins, évidemment, y compris jusqu'à Bruxelles, qui est très content de ce résultat, on va dire moins qu'en nombre et en nombre absolu de voix et en pourcentage, ben, en fait, en nombre de voix, 9,7 millions, le Labour fait moins de voix qu'en 2019 et qu'en 2017, lors des deux élections générales précédentes. Alors, Mmh. ça fait un peu tâche, évidemment, de rappeler ça. Et comment c'est possible qu'avec une telle disons, une réduction du nombre de votes, ils raflent une mise Bah oui. de la sorte, alors qu'avec ce niveau de vote, ben, ils avaient perdu contre les partis conservateurs 2 fois de suite. C'est tout simplement parce que, bon, ben, en réalité, c'est le système qui fait ça, hein, c'est le système du first past the post, comme on dit. Et puis, c'est surtout que, ben, en fait, l'offre politique à droite a été divisée entre les Tories et les partis conservateurs, donc, et puis le Reform UK Nigel Farage. Si on sommait leurs voix à eux deux, en réalité, ils font plus que le Labour. Donc, c'est pas tant une victoire du Labour, même si au résultat, Qu'une dans la division du composition parti de de droite. l'Assemblée, elle est écrasante, Mmh. c'est une division à droite, en effet. Et la division, on sait bien d'où elle sort. Elle vient du fait que le Parti conservateur a subi un coup interne, coup d'État interne en quelque sorte, où Sunak, avec sa ligne davosite et euro-compatible, a mis dehors les Brexiteurs.
et savait très bien que sa popularité allait chuter, enfin qu'il n'avait même pas de bonne popularité dès le départ, puisqu'en fait ça s'est fait dans le dos des militants et des électeurs conservateurs. Donc sa popularité, on avait dit la dernière fois, n'a pas, les intentions de vote n'ont cessé de chuter. Donc ça, c'était très bien prévu, mais je pense que c'était un sacrifice assumé. Enfin, comme sacrifice, être Premier ministre, il y a des choses plus dures dans la vie, je pense, mais un sacrifice assumé de perdre les élections suivantes après avoir fait un bébé dans le dos à l'électorat, mais histoire de gripper le Brexit. C'était vraiment ça la mission à accomplir, et de ce point de vue, elle a été accomplie. Oui, c'est intéressant. Moi, je trouve qu'il y a quand même des parallèles à faire avec ce qui se passe en France aujourd'hui. Le nouveau Front populaire qui passe aujourd'hui, bon, c'est une majorité relative, mais malgré tout, qui est majoritaire, alors que le RN était le vote, on l'a bien vu au premier tour, et d'ailleurs aux européennes, le vote qu'on va dire le plus intuitif au départ. Et donc, on voit Oui. bien ici que finalement, de la même manière, alors qu'on a une tendance droitière plus forte, c'est Oui. finalement le parti travailliste ici, NPF chez Oui. nous qui remporte la mise. Oui, alors 2 réactions par rapport à ça. Je viens de voir un tweet du Cercle Aristote qui rappelle justement de la même manière le nombre de voix et le nombre de sièges, bah, où on voit que le Rassemblement national a fait plus de 10 millions de voix, là où Ensemble en fait 6,5 et le Nouveau Front populaire en fait 7 millions. Mmh. Donc une large victoire en termes de suffrages exprimés. Mais bon, ben, le système fait C'est que le système finalement, du vote il aussi, arrive. c'est ça, oui, c'est oui. Ouais, ouais, ça arrive derrière, donc effectivement, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, ben, c'est que oui, comme je disais tout à l'heure, Bruxelles a dû sabler le champagne jeudi à l'issue des élections britanniques, et là, bah, il se prépare peut-être à le faire parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va sortir du chapeau de la prochaine coalition qui va se former, mais ça pourrait très bien être une coalition finalement des partis de l'extrême centre, en excluant à la fois l'extrême droite et l'extrême gauche, si on veut les appeler comme ça, Mmh. et donc au final ne pas changer grand-chose au ce qu'on appellerait le policy mix, c'est-à-dire aux politiques maastrichtiennes. Oui, 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 non, mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est très, très intéressant aujourd'hui de se plonger un petit peu dans ce qui se passe, j'allais dire chez vous, heu, en Grande-Bretagne. Alors, je voulais vous Oui. demander tout de même, qu'est-ce que ça peut changer ce Reform UK maintenant au sein de l'Assemblée avec, Nigel Farage, donc la figure qui a enfin réussi à être élu député après 7 tentatives infructueuses tout de même? Oui, je pense que ça va être une situation assez intéressante. Alors le point faible, c'est qu'ils ne sont que 5. Alors évidemment, ça va pas leur donner beaucoup de temps de Alors parole je par rapport pardon aux d'ailleurs, j'en autres. profite pour dire que je présente mes excuses. Les chiffres que j'ai présentés au départ, n'étaient pas bons. Je les ai pris pourtant sur dans des journaux, Oui. censés être sérieux, mais visiblement, le décompte n'était pas Ouais. fini. Ouais, il y avait ce cinquième qui est arrivé un peu Mmh, comme on disait, enfin, je sais plus, je cherche l'expression de citrone là, mais bon, peu importe, elle mmh. me revient pas. Et donc ils seront pas très nombreux, mais en revanche, il faut compter sur eux pour rappeler des quelques vérités essentielles sur les problématiques souverainistes, parce que la ligne, j'y viens dans un instant, la ligne de Starmer, le nouveau Premier ministre, c'est très très europhile, même si elle ne s'avoue pas tout de suite. J'y reviens dans un instant. Ouais. Et donc, on va retrouver à Westminster ce qui s'est passé au Parlement européen pendant les 20 années où Nigel Farage et quelques autres du UKIP au départ, Brexit Party ensuite, étaient là pour à chaque fois être un peu le poil à gratter de l'entre-soi europhile. Et effectivement, là, entre eux, ces cinq-là, et puis les conservateurs qui resteront pour une part, là aussi, il y a un point d'interrogation, qui va succéder à Sunak. Est-ce que c'est une ligne plus wet, comme on dit là-bas, europhile, ou une ligne plus spartiate brexiteur? Ça, c'est à voir, c'est pas gagné. Mais en tout cas, ils seront quelques-uns à rappeler systématiquement les problématiques eurosceptiques. Et donc, ça sera intéressant de voir que c'est vrai que quand il est arrivé à Strasbourg, Nigel Farage, on s'est moqué de lui quand il a dit qu'il portait un agenda de sortie de l'Union européenne. Et puis, il avait dit à un moment donné, rira bien qui rira le dernier. Et effectivement, au moins, le Brexit a eu lieu, même si aujourd'hui, il est un petit peu en stand-by, on va dire. Oui, oui, oui. Alors, la ligne de Starmer, Oui. c'est une
particulièrement europhile, hein. On sait que pendant les négociations, pardon, du Brexit, il a été une force d'opposition, non seulement aux conservateurs, mais au Brexit. Il a longtemps, avec ses collègues travaillistes, paralysé, avec les europhiles conservateurs aussi, il a longtemps paralysé les négociations. Et donc, c'est un profil multilatéraliste, hein. On voit, par exemple, il vient de nommer comme ministre d'État responsable de la science Patrick Vallance, qui était justement le chef scientifique lors du Covid, qui a longtemps exagéré les risques et a été le partisan d'un lockdown, d'un confinement très Oui, dur. oui, oui. Il est évidemment, c'est aussi une approche immigrationniste. On voit donc déjà, il a mis tout de suite fin. Première chose qu'il a dite une fois qu'il était à la primature, c'est l'arrêt du schéma du Rwanda, là, de Ah oui. déportation, de renvoi au Rwanda des travailleurs clandestins. Donc évidemment, ça va faire un effet d'appel, sûrement. Et pourtant, il paraît qu'il aurait dit: «Je contrôlerai nos frontières et ferai en sorte que les entreprises britanniques soient aidées à embaucher un premier des Britanniques». Oui, oui, alors moi, ça me fait penser au verbe, au dicton créole ici, puisque je suis en Martinique, c'est une parole dans la bouche n'est pas une charge. Mmh. Oui. Parole en bouche, pas charge. Oui, le manifeste Labour est très intéressant parce qu'il annonce plein de choses, mais comme on l'avait dit la dernière fois, c'est in the eating, the proofing is in the eating. On va voir ce qu'il en ressort. S'agissant du Brexit, par exemple, il écrit noir sur blanc qu'ils ne vont pas revenir sur la question du Brexit, mais il y a des but à chaque coin de phrase Mmh. lors du paragraphe sur le Brexit, en disant par exemple qu'ils vont rechercher une relation beaucoup plus étroite, beaucoup plus approfondie avec l'Union européenne sur le plan du commerce et des investissements pour éviter les contrôles aux frontières. Donc, comme c'est déjà un accord qui existe, qui est un accord de libre-échange inédit dans sa largeur, c'est sans quota et sans droit de douane dans aucun produit, le seul moyen d'approfondir une relation commerciale ici, d'ailleurs, même Michel Barnier, quand il était négociateur, il avait fait un petit exercice sur la forme d'un escalier qui était très éloquent à cet égard. Le seul moyen, c'est l'alignement total sur les règles européennes. Et ensuite, c'est la première étape. Ça, c'est ce que justement Sunak avait évité que le Royaume-Uni s'éloigne des règles européennes. Et donc aujourd'hui, ça va aller un peu plus encore fort. Et puis l'étape suivante, ça sera le marché unique. Mais il dit que nous ne le demanderons pas. Mais la ficelle, moi, je vois ça très, 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 très bien comment ça va se passer. Il va y avoir des manifestations de rue où les gens vont demander un second référendum comme en 2019. Mmh. Et donc, même si vous mettez des millions de gens dans la rue, ça ne fait pas une majorité, mais ça donnera la possibilité, petit pronostic ici malheureusement, au Premier ministre britannique de dire c'est la démocratie, je n'ai pas le choix, je dois faire un nouveau référendum. Oui. Donc en fait, tous ces effets, toutes ces promesses n'engagent que ceux qui y croient dans ce Ah non, mais est-ce que manifeste vous pensez que électoral, quoi. le référendum, le Brexit est oui, le Brexit est en danger d'une certaine façon? La Grande-Bretagne peut retourner dans le giron européen? Ah ben le Brexit, déjà, il est arrêté. Pour commencer, en termes de mise en œuvre, il a été arrêté par Sunak. Donc là, maintenant, donc la mission a été accomplie de ce point de vue-là par Sunak. Maintenant, l'objectif du mandat de Starmer, ça va être, oui, de rapprocher. Il parle d'un accord vétérinaire déjà, donc ça veut dire que les règles SPS européennes vont être de facto absorbées ou de nouveau en réapplication au Royaume-Uni, ce qui va l'empêcher d'importer des produits américains ou australiens, etc., si les règles phytosanitaires européennes doivent s'appliquer. Mmh. Et il prétend même dans le manifeste que ça va réduire les prix alimentaires, alors qu'on sait très bien que les prix alimentaires en Europe sont plus élevés du fait que c'est un bloc douanier vis-à-vis des pays exportateurs sur le plan agricole compétitif. Donc, oui, oui, et comme je vous dis, si les choses se passent relativement bien, il faut faire confiance au mouvement européen et à leur hypocrisie pour organiser ce que j'ai dit tout à l'heure. Et là, on n'est pas, on va d'abord avoir un retour dans le marché unique, à méthode norvégienne, hein, dans le modèle norvégien. Et puis ensuite, oui, oui, pourquoi pas, ils auront le toupet, ces gens-là n'ont peur de rien, d'organiser un second référendum.
D'accord. Par exemple, parmi les ministres qu'il a nommés, le ministre pour l'Irlande du Nord, justement, qui joue un rôle pivot dans cette affaire, il a nommé Hilary Benn, qui était celui qui avait monté la loi contre Boris Johnson pour l'empêcher de faire une sortie sans accord. C'était le fameux le Surrender Act, comme on avait vu à l'époque. Donc, il est dans son équipe et ça va même jusqu'à. Il y a des discussions en ce moment entre Holly Robbins et la chef du staff, chief of staff de Starmer, pour que l'année prochaine, il remplace au niveau de cabinet secretary, donc une sorte de gros poste dans le cabinet, que Holly Robbins remplace l'actuel qui serait sortant. Et Holly Robbins n'est autre que le chef négociateur de Theresa May, pourtant conservateur, hein, au Mmh. départ, Oui, oui. conservateur, de chef négociateur calamiteux du Brexit, puisqu'elle n'en voulait pas. Donc, évidemment, sa négociation avait été assez calamiteuse. Et ensuite, quand Boris Johnson avait pris le pouvoir, il était parti chez Goldman Sachs dans les mois qui ont suivi. Donc, si lui devient, c'est un peu comme si vous voulez, Mélenchon prenait le pouvoir en France et puis nommait Pascal Lamy comme directeur de cabinet, quoi. Oui, oui, c'est assez éloquent. Pour conclure, Nigel Farage, il peut pas il y a pas de manière pour lui de pouvoir agir plus que ça? Vous dites, a priori, le Brexit est en danger, ils vont pouvoir organiser un second référendum. Lui, de son côté, ne pourra rien faire pour défendre cette nouvelle ligne-là et aussi, justement, le vote qu'eux ont cumulé et tous ces gens qui sont derrière lui et derrière cette pensée. Oui, je vais être moins pessimiste quand même vis-à-vis de ce que j'ai dit il y a quelques instants. Et si effectivement, il pourra déjà empêcher, enfin tenter de faire, disons, tout ce qu'il peut au niveau parlementaire pour empêcher un second référendum si telle était la volonté du gouvernement de l'organiser. Et puis surtout, si effectivement ce second référendum devait être réorganisé dans le mandat, c'est quand même jusqu'en 2029, hein, il y a du temps devant, hein, Mmh. s'il n'y a pas de problématiques politiques fortes entre-temps, on va jusqu'en 2029. Et là, bah, ça sera une nouvelle campagne, comme celle de 2016. Et là, on peut faire confiance de nouveau à la force pédagogique et analytique pour organiser le refus du rejoin, du Ouais, retour. ouais. Et ben, en tout cas, c'est très intéressant tout ça à suivre et merci encore et on rappelle surtout l'une des informations, c'est ce parallèle avec la France, le fait que finalement, en termes de vote, Oui. de eh bien, le Labour n'était pas gagnant comme nous ici, le nouveau Front populaire, mais avec le jeu des alliances et cetera, les choses se sont inversées. En tout cas, à retenir. Merci beaucoup Jean-Michel Salmon, on suivra ça toujours avec vous. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre, évidemment, Le grand abécédaire du Brexit aux éditions Les Trois Colonnes. À très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.